Bonsoir et bienvenue dans le 19-20 de Franche-Comté. Changer le regard sur les migrants en zone rurale, c'est le but d'un collectif d'aide aux réfugiés qui a organisé ce dimanche une journée à la campagne au programme jardinage et partie de football. Ce n'est pas le foot, mais le rugby qui fait battre les cœurs à Saint-Claude. Le club jouait cet après-midi une phase finale devant des supporters passionnés, une tradition qui remonte à plus d'un siècle. Lui est en poste depuis tout juste un an. Emmanuel Macron a bousculé le paysage politique, mais son bilan divise les Français. On en débat avec Barbara Bessot-Ballot, la députée LREM de Haute-Saône, est notre invitée du dimanche. On dit souvent que c'est dans nos campagnes que la défiance envers les migrants est la plus forte. Alors pour casser les préjugés, un collectif a emmené un groupe de réfugiés à Surmont, un petit village du Doubs de 130 habitants. On voit ça avec Thibaut Martinez d'Elquerou et de Nicole. Migrants, vous êtes les bienvenus, c'est le message que veut faire passer le collectif Sensé Belle Herbe. Ce dimanche à Surmont, une quinzaine de migrants qui vivent à Besançon sont venus goûter aux joies de la campagne. Arrivés l'an dernier pour la plupart, ces Soudanais, Syriens ou Yéménites sont venus planter des pommes de terre tous ensemble. On est des paysans aussi et on est venu visiter la campagne, voir comment on se met les pommes de terre, les oignons, ça fait de notre culture ici. Il faut faire attention pour bien aligner les pommes de terre. Et s'ils apprennent beaucoup en étant en immersion parmi les Français, les migrants transmettent aussi aux bénévoles, surtout au niveau humain. Moi je voyage pas beaucoup, mais je voyage à travers eux. Ils nous parlent de leur pays, on apprend sur la situation de leur pays, leur situation à eux, leur souffrance. Comme ils disent, on ne quitterait pas notre pays si ce n'était pas pour sauver notre peau. Donc à partir de là, on les voit différemment déjà. C'est pas une invasion. Après l'effort, le réconfort. Autour d'un repas, les membres du collectif ont pu écouter ce qu'ils accueillent le temps d'une journée, malgré la barrière de la langue. Ce qu'ils retiennent, des histoires plus fortes les unes que les autres. Eux nous ont parlé de bateaux qui coulaient, eux ils ont été dans l'eau repêchés comme ça, eux ils sont arrivés en Italie, eux ils ont été repoussés par tous. Et nous on a été sensibilisés de tout ça. Et aujourd'hui on les rencontre. En début d'après-midi, des joueurs de football du village de Belle Herbe ont invité les migrants à taper dans la balle. Et en redonnant le sourire à ceux qui viennent de loin, le collectif pense avoir touché au but. Eux aussi ont atteint leur but. Les rugbymen de Saint-Claude dans le Jura ont battu Metz cet après-midi en 32e de finale de Fédéral 3. Une partie endiablée pour un club réputé invincible sur sa pelouse et ce depuis bientôt 120 ans. Claire Schaffner, Hugues Perret. Les Bleus et Blancs font leur entrée dans un stade qui porte fièrement leurs couleurs. Saint-Claude, invaincu à domicile cette saison, affronte Metz. Devant ces 32e de finale de leur championnat, Annie retient son souffle. Elle est supportrice du club depuis 45 ans. Bien sûr, je suis là à tous les matchs et puis à l'extérieur aussi. On les aime. On aime le bleu et blanc. Pourquoi vous les aimez tellement ? C'est le rugby, c'est les valeurs de rugby, c'est les copains qui sont sur le terrain, c'est tout. Surtout aujourd'hui, là, avec le monde qu'il y a. Et puis, c'est vrai que tout le monde se connaît, c'est une petite ville. Le rugby fait bien partie des couleurs de la ville. Donc voilà, c'est bon de se retrouver autour de ce match. La fête a commencé quelques heures plus tôt sous le chapiteau. Un grand repas de famille avant chaque match, où se retrouvent les officiels, des supporters et d'anciens joueurs. Certains ont connu la grande époque, quand Saint-Claude jouait en National 1, l'équivalent du top 14 aujourd'hui. Les équipes adverses craignaient de venir jouer au stade Cergy. C'est toujours très difficile à gagner à Cergy. Ça l'a été notamment dans les grandes années du club, où on a construit l'histoire du club par rapport à justement à cette difficulté à gagner ici. Il y a beaucoup de clubs qui ont perdu ici. En 17 ans de groupe A où j'ai joué, j'ai dû perdre 5 rencontres à Saint-Claude, vous voyez, sur 17 ans, donc c'est énorme, quoi. Le FC Saint-Claude est un des plus vieux clubs de rugby de France. On dit qu'il a un des plus beaux stades et surtout le meilleur public de sa division. Un public récompensé aujourd'hui. Malgré la grêle et la pluie, Saint-Claude s'est imposé 27-20. Les Hauts-Jurassiens se qualifient pour les 16e de finale, avec en ligne de mire la montée en Fédéral 2 si le budget du club le permet. Et pourquoi pas les retrouver un jour en top 14 ? Allez savoir. En tout cas, si l'esprit du rugby souffle à Saint-Claude, il souffle aussi sur notre site internet que vous pouvez consulter pour transformer l'essai. Vous y trouverez un dossier complet avec de nombreuses archives.
L'histoire de l'ESBF est un peu moins ancienne, mais elle continue de s'écrire. Et en Coupe d'Europe, s'il vous plaît, les handballeuses byzantines sont qualifiées. Une place obtenue automatiquement après le sacre de Brest hier en Coupe de France. Toujours pas de couronne, en revanche, pour Thibaut Pinot qui termine 62e sur la 3e et dernière étape en Israël du Tour d'Italie. Le Haut-Saônois reste 16e au général à 34 secondes de Rohan Dennis. Loin d'Israël, il a fait chaud, très chaud encore aujourd'hui à Besançon, 29 degrés en ressenti. Et pourtant, on a frissonné comme jamais avec le festival du Polar. Un rendez-vous majeur pour les amateurs de romans noirs. Laurent Ducrozet et Denis Coll y ont fait de bien mauvaises rencontres. Comment une ville aussi paisible pourrait inspirer la peur et dégager cette odeur de soufre dont se nourrit le roman noir? À Besançon, même les rues de la vieille ville ne ressemblent pas vraiment à des coupes-gorges. Jean-Hugues Oppel a écrit de nombreux polars. Il connaît bien notre région et pour lui, ici comme ailleurs, tout peut dégénérer. Aucune ville n'est à écarter parce que de toute façon, le polar c'est quoi? C'est le mauvais côté, c'est le côté obscur et le côté obscur, il est partout. L'avantage de Besançon, c'est que, si par contre j'oublie les détails, les villes en hauteur, c'est pratique pour les courses-poursuites, et se casser les pattes dans les escaliers. Avoir de l'eau pas loin, très pratique pour se débarrasser d'un corps. Les villes sans rivière, c'est plus compliqué. Depuis 21 ans, les amateurs d'histoires bizarres et parfois cauchemardesques se retrouvent dans ce salon du livre associatif. Parmi les auteurs invités cette année, il y a Ghislain Gilberti. Il est belfortain, il n'oublie jamais la Franche-Comté lorsqu'il s'agit de dégainer. Dynamique du chaos qui se passe quasiment tout à Belfort. Et le dernier paru qui en fait se passe entre Strasbourg et Besançon. On arrive en fait à capturer plus facilement en fait les zones d'ombre et les replis du corps social qui ne sont pas forcément évidents pour les gens qui ne sont pas du coin. On peut paraître Belfort par exemple peut paraître une ville tristounette alors que quand on connaît c'est une ville qui est pleine de vie, mais c'est caché. Quant à nos campagnes et nos forêts, en Franche-Comté comme chez nos voisins vosgiens, elles peuvent être hantées comme dans les polars américains par des illuminés ou des survivalistes. Dans une de nos séries, il y a un petit village au milieu de la forêt, dans les montagnes, où il se passe des choses assez terribles. Parce que justement, je pense que quand tout le monde se connaît, c'est là où il y a les plus grands secrets. Si la Franche-Comté n'est pas la terre la plus saignante pour les auteurs de polars, notre normalité, curieusement, pourrait inspirer d'autres écrivains, ceux qui voient des aliens partout. Et je pense à mes camarades de la science-fiction, ils pourraient s'en servir. On peut poser des trucs sur la citadelle si on cherche bien. Et si un polar à Pontarlier reste encore à écrire, la ville possède en tout cas son luthier. C'est nouveau depuis quelques jours. Un jeune artisan a ouvert un atelier, le seul dans la capitale du Haut-Doubs. Lucie Thierry et Jean-Louis Saintin l'ont rencontré. En quelques gestes, il offre une seconde vie à ses instruments anciens. Déformé par le temps et l'humidité, celui-ci date de 1930. Sur celui-là, il y a la touche qui est trop creuse, donc qui peut poser un problème dans les vibrations. Et qui a un creux qui est presque de 2 mm ici, donc qui doit être inférieur à 1 mm. À 30 ans, Marc vient d'installer le premier atelier de lutherie à Pontarlier, sa ville natale. Violon, alto, violoncelle ou contrebasse, il répare, entretient et fabrique ses instruments à cordes. Comme bois, j'utilise de l'érable et de l'épicéa. Donc l'épicéa il va être utilisé pour la table de la caisse de résonance principalement, parce que c'est le meilleur bois qui a été trouvé en termes de sonorité. Pour donner naissance à ce bel objet à 4 cordes, 230 heures de travail sont nécessaires. Fils et petit-fils de musiciens, Marc empoigne son premier violon à l'âge de 5 ans. Après un bac pro en ébénisterie, c'est au Québec qu'il choisit de suivre sa formation de luthier. Il se perfectionne ensuite à Mirecourt dans les Vosges. On est à la fois sculpteur, ébéniste, acousticien, chimiste pour la préparation des vernis. Donc il y a faut pas être trop maladroit de ses doigts pour venir faire de la lutherie. Un parcours sans fausses notes, avec l'espoir de voir un jour ses réalisations dans les mains des plus beaux quatuors à cordes. Et c'est avec ces quelques notes que nous ouvrons notre seconde partie de journal avec mon invité, la députée LREM de Haute-Saône, Barbara Bessot-Ballot. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est encourageant de voir des jeunes comme ça s'installer. Ça dit peut-être quelque chose de la reprise économique ?
Bien sûr que c'est encourageant. C'est encourageant. D'ailleurs, je suis vice-présidente du groupe d'études artisans commerce. Et ces personnes-là font partie de cette génération où il y a besoin d'avoir du sens dans ce que l'on fait. Et la générosité passe forcément par la fermeté. Et bien là, c'est une preuve de générosité. Quand il faut faire ces métiers-là, il faut avoir effectivement de la générosité à donner. Et derrière, c'est qu'il y a de la fermeté, de la ténacité, de l'exigence pour pouvoir réaliser ces métiers-là. Je précise que vous êtes aussi chef d'entreprise, en plus d'être devenu député après l'arrivée d'Emmanuel Macron. On va parler de tout ça, bien sûr, dans un instant. Mais d'abord, retour sur l'actualité de ces derniers jours, assez agitée sur le front social. Regardez, c'est notre zapping. C'est un maire en colère, choqué par ses toilettes volontairement bouchées avec du ciment. Un peu plus loin, des prises électriques arrachées et des poubelles systématiquement renversées. L'élu vise les propriétaires d'une trentaine de caravanes arrivées ici début mars. Des familles parties ce matin avant l'arrivée des forces de l'ordre. Plusieurs d'entre elles étaient sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Elles n'avaient pas payé leur taxe de séjour. Le 1er du mois de mai n'est pas seulement la journée du muguet, c'est surtout la fête de l'union et du travail. À Paris, tout comme à Besançon, le muguet traverse le temps. En 1962, au bord du Doubs, en suçant une glace, sur les ponts et dans les rues, aux passants ou aux automobilistes, le brin de bonheur se vend pour mieux s'offrir. Les chauffeurs roumains font un arrêt à Montbéliard pour livrer des pièces chez PSA et leurs sous-traitants. Pendant leur mission, ils vivent et dorment dans leur camion dépourvu de tout confort. Je travaille comme ça un mois et après je retourne chez moi pour 1 à 2 semaines avant de revenir. La Commission européenne propose de réduire de 5% le budget de la PAC, la politique agricole commune, à horizon 2021. Cette baisse pourrait toucher en priorité les grandes cultures céréalières, grosses consommatrices d'aide depuis toujours. Au contraire, les petites exploitations pourraient ne pas trop perdre. Sous pression face à Chartres, les Bisontins s'appliquent d'entrée. Solides en attaque, ils enchaînent les buts dans la première demi-heure. À 10 minutes de la fin, les Dauphins du championnat renversent la vapeur et prennent 3 buts d'avance. Épuisé, le GBDH finit par abdiquer. Score final, 23-26. Une défaite qui condamne Besançon à la Nationale 1. Et forcément, dans les yeux du président, l'émotion est forte. De tous bords politiques, nous dit-on ici, mais surtout de gauche. Ils sont descendus dans la rue à l'appel de la France Insoumise pour se faire entendre du président de la République. L'itinéraire a été soigneusement choisi pour passer par tous les lieux de contestation. La gare SNCF, la Poste, la fac de lettres ou encore Solmiré. Soyons solidaires avec tous les migrants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont. La fête à Macron, ils ont raison d'être en colère, ces Français qui ont manifesté hier contre le président. Que les Français et que certains Français aient de la colère, oui, on peut la comprendre, il faut l'écouter, il faut tâcher de l'entendre. Maintenant, de la manière dont c'est mis en exergue et je pense pas que ce soit la meilleure des façons que d'être dans la rue ou pire à Paris, parce que je crois qu'il y a eu un mannequin même à l'effigie de Macron qui était pendu à Paris. Voilà. Il y a quand même des limites, à mon avis, à ne pas franchir. Et faisons attention de ne pas monter les Français les uns contre les autres, mais essayons de construire ensemble. Et là, je pense que c'est peut-être plus complexe et effectivement, c'est plus vertueux pour notre avenir. En tout cas, les motifs de colère ne manquent pas. La réforme de la SNCF, la question migratoire qui nous concerne aussi en Franche-Comté, on l'a vu en début de journal, la disparition de certains services de santé comme à Saint-Claude, ça fait beaucoup et ça va vite. Est-ce que cette stratégie d'Emmanuel Macron, c'est la bonne ? Il y a besoin d'aller vite. Est-ce que c'est la bonne ? L'avenir nous le dira. En tout cas, cette nouvelle manière de faire de la politique, c'est une nouvelle manière. Effectivement, nous sommes dans une révolution par rapport à la politique. On nous l'avait annoncé, cette révolution démocratique et de cette manière de faire de la politique. Moi, en tout cas, je suis pour cette nouvelle manière de voir les choses et de mettre en place des nouveaux paramètres. Et cette manière ne met pas tout le monde d'accord. Un sondage est sorti hier soir sur la popularité d'Emmanuel Macron. 55% des Français jugent que son action est mauvaise. 8 Français sur 10 estiment que sa politique va dans le mauvais sens. En matière de réduction des inégalités, vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que regardons aussi ceux qui ont envie. Vous savez, je reçois beaucoup de mails qui me disent aussi « tenez bon, continuons aussi ». Donc, il faut entendre. Je suis d'accord pour entendre ceux qui ne sont pas d'accord. Je suis d'accord. En même temps, on ne va pas beaucoup avancer non plus avec ces paradigmes-là. On a peut-être trop écouté justement ceux qui n'étaient pas d'accord. Il faut avancer. Je fais partie de ceux des Français qui disons avançons,
essayons des choses, ayons une nouvelle manière de voir les choses. Et je pense qu'en les pensant de manière positive, vertueuse, ensemble, constructive, alors on a une chance plus positive de s'en sortir. Vous avez parlé de révolution tout à l'heure. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un avant et un après Macron. Il a complètement bouleversé le paysage politique. La gauche et la droite sont laminées. On va écouter justement deux représentants de l'opposition et vous leur répondez juste après. Le contrôle de l'exécutif, c'est le Parlement qui doit avoir des pouvoirs, qui doit avoir le temps de légiférer. On va réduire le nombre de parlementaires, on va introduire de la proportionnelle, on va légiférer par ordonnance. Quand vous mettez ça bout à bout, vous composez un paysage, et cerise sur le gâteau, les partis ne servent plus à rien, vous composez un paysage qui interroge sur le plan de la conception que le président de la République se fait de la démocratie. Il y a eu des illusions sur cette personne. Des illusions ou des illusions? Des illusions non attachées. C'est-à-dire, à un moment donné, des personnes se sont dit, pourquoi pas? Il est jeune, il a envie, on va voir. Un an après, le constat est amer. Voilà. Sur le rôle du Parlement dont vous faites partie, qu'est-ce que vous répondez à Annie Genevard? Est-ce que l'Assemblée nationale est devenue une simple chambre d'enregistrement des propositions de loi du gouvernement? Ce n'est pas la sensation que j'en ai, en tout cas depuis le 19 juin dernier. On a voté 112 textes exactement. À nous de les amender, à nous de proposer, de venir avec le terrain et de proposer aussi des amendements et des améliorations de textes. Je ne pense pas en tout cas qu'avec moins de parlementaires, on fera un travail moins important, bien au contraire. À mon avis, quand ce sera beaucoup plus efficient d'avoir moins de parlementaires, mais qu'ils aient aussi qu'ils puissent avoir plus d'interaction par rapport à ces textes. Si c'était à refaire, vous engagez en politique, vous le referiez? Ah mais bien sûr, bien entendu, dans ces conditions-là, dans les conditions avec lesquelles je suis partie, quand Macron appelle à la société civile et qu'il dit si vous faites partie de la société civile, de surcroît les femmes, et selon votre vie, venez parce qu'on a besoin de personnes comme vous, oui, je me suis sentie concernée. On verra en tout cas comment les choses évoluent d'ici 4 ans, car le quinquennat est bien loin d'être fini. Merci beaucoup Barbara Bessot-Ballot d'avoir été avec nous sur ce plateau, et rendez-vous dans 4 ans, pourquoi pas. Merci à vous, à bientôt. Emmanuel Macron avait rendu hommage aux soldats inconnus à Paris le 11 novembre dernier, mais connaît-il l'histoire de ce Français qu'on a surnommé le soldat inconnu vivant? C'est un prisonnier de guerre au destin tragique qui a fasciné le pays. Son portrait avec Laurent Parisot. Sa photo a fait la une des journaux pendant tout l'entre-deux-guerres. Son histoire a inspiré des écrivains et des dramaturges. Soldat amnésique, connu sous le nom d'Anthelme Mangin, il fut surnommé le soldat inconnu vivant, un symbole des souffrances individuelles et collectives de la Grande Guerre. Février 1918, un convoi de 65 prisonniers rapatriés d'Allemagne par la Croix-Rouge transite par Lyon. Parmi ces invalides et grands blessés, un soldat amnésique sans papier permettant de l'identifier. Hébété, balbutiant, on croit comprendre qu'il s'appelle Anthelme Mangin quand on l'interroge. Diagnostiqué dément, il est interné en asile psychiatrique. En 1922, pour tenter de l'identifier, sa photo est publiée dans la presse. 300 familles se manifestent. Des lettres sont envoyées de Bretagne, du Poitou, d'Algérie, de toute cette France meurtrie par la guerre. Plus de 250 000 soldats français sont portés disparus. Pour leurs proches, le deuil est impossible et beaucoup veulent voir dans cet inconnu leur fils, leur frère ou leur mari. La presse se passionne pour cette histoire qui devient un véritable feuilleton, mais le soldat inconnu vivant ne reconnaît personne. Après 15 ans d'expertise et de procédures judiciaires, il ne reste plus que 2 pistes familiales. Les médecins sont persuadés que le soldat inconnu s'appelle Octave Montjoint et qu'il est originaire de l'Indre. Emmené sur place, il a reconnu son village et retrouvé seul sa maison. Mais l'autre famille fait appel, les procédures traînent et les 2 derniers proches d'Octave Montjoint meurent. Replacé en asile, le soldat inconnu vivant s'éteint en 1942. Celui dont l'histoire avait tant passionné finira seul et oublié de tous.
Pour retrouver toutes ces chroniques, une seule adresse, vous le savez, je vous le répète, elle s'affiche sur votre écran. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, place à l'édition nationale avec la survie d'Air France qui est en jeu. Ce sont les mots aujourd'hui du ministre de l'économie. Après la démission du PDG de la compagnie, ces propos très forts de Bruno Le Maire ont fait réagir les syndicats, vous les entendrez. Ensuite, des températures jusqu'à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Une météo estivale, un dimanche très chaud dans tout le pays, ce qui tombe plutôt bien pour le pont du 8 mai. Le 19-20 continue. Demain, vous retrouverez Jérémy Chevreuil pour l'information régionale. Et quant à moi, je vous quitte sur ces belles images de printemps. La Franche-Comté sous le soleil vaut vraiment le coup d'œil, mais ça, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Profitez-en, ça continue demain. Et d'ici là, excellente soirée à tous sur France 3. Du lundi